Ne gaspillez pas vos dernières années de la manière erronée. Leçon de vie d'un homme de 86 ans. Elle a 86 ans, et aujourd'hui, je vais vous révéler comment faire de vos dernières années les meilleures de toute votre existence. Ce ne sont pas des théories abstraites, mais ce que j'ai appris en vivant, en commettant des erreurs, en perdant des êtres aimés et, enfin, après des décennies, en comprenant ce qui compte vraiment. Ces leçons m'ont coûté cher. Elles m'ont coûté des années, des relations, et l'histoire de Fernanda qui attendait la mère, je vous la raconterai dans un instant. Vous pouvez les recevoir gratuitement, à une condition. Cessez de faire comme si vous aviez un temps infini pour décider de ce que vous allez en faire. Je m'appelle Ernesto, j'ai 86 ans, et la première chose que je dois vous dire est une vérité que la plupart des gens refusent d'entendre. Vous manquez de temps. Pas un jour, pas plus tard, mais maintenant. Chaque lever de soleil qui passe est un lever de soleil en moins qui vous attend. Je ne dis pas cela pour vous effrayer, mais parce que la plupart des gens passent le dernier chapitre de leur vie en agissant comme s'ils avaient une infinité de lendemains. Ils reportent la joie, ils reportent les rêves, ils reportent les conversations, ils reportent le fait de vivre. Puis, un jour, ils découvrent que le calendrier a avancé bien plus vite qu'ils ne l'avaient réalisé. Voilà ce qui me brise le cœur. Le temps que les gens regrettent le plus est presque toujours celui qu'ils ont gaspillé en premier. J'ai rencontré un homme nommé Fernando. Chaque conversation avec lui revenait à la même histoire, une opportunité professionnelle qu'il avait refusée à 32 ans. 40 ans plus tard, il en parlait comme si c'était hier. Un après-midi, je l'ai trouvé assis seul dans le garage, fixant une vieille boîte à outils, rejouant le même souvenir pour la millième fois. Puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Une décision a détruit ma vie. Mais la tragédie n'était pas la décision. La tragédie, c'est qu'il avait passé 40 ans à purger une peine pour un crime qui n'existait plus. Une erreur détruit rarement une vie. C'est le fait de vivre à l'intérieur de cette erreur qui cause les dégâts. Le regret semble productif parce qu'il nous occupe, mais il ne répare jamais le passé. Il ne fait que voler aujourd'hui. Demandez-vous une seule question. Combien d'années supplémentaires êtes-vous prêt à payer des intérêts sur une dette qui ne pourra jamais être recouvrée? Le neuroscientifique Antonio Damasio a découvert que ruminer des événements passés active les mêmes réseaux neuronaux que la souffrance originelle, comme si l'événement se reproduisait, avec le même coût émotionnel et physique. Fernando n'était pas simplement sentimental. Il avait subi le même coup pendant 40 ans, avec intérêt. Les recherches en psychologie positive montrent que la rumination des regrets passés est l'un des prédicteurs les plus forts de la dépression chez les personnes âgées. En termes simples, Fernando n'était pas seulement triste, il gaspillait la seule chose que personne ne pourra jamais lui rendre. Plus tard, j'ai connu une femme, Donna Lucia, qui voulait apprendre à peindre depuis des décennies. Elle en parlait constamment, puis riait et disait « Les gens de mon âge ne font pas ça ». Un jour, son petit-fils, Matteo, a posé une question qui a tout changé. « Grand-mère, qui a inventé cette règle ?» Elle n'a pas su répondre. Un mois plus tard, elle s'inscrivait à un cours. Les premiers tableaux étaient affreux, elle le savait, tout le monde le savait. Mais elle a souri davantage pendant ces 6 mois qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Elle s'est fait des amis, a trouvé un but, et a recommencé à se réveiller avec enthousiasme. La plupart des limites dans nos vies ne sont pas des portes verrouillées, mais des clôtures imaginaires. Peut-être avez-vous, vous aussi, quelque chose que vous voulez faire, quelque chose que vous remettez à plus tard par peur du regard des autres. Voici la vérité. Les personnes dont vous redoutez l'approbation sont trop occupées à s'inquiéter de leur propre vie pour passer beaucoup de temps à juger la vôtre. La gérontologue Laura Carstensen a documenté que les personnes âgées qui abandonnent la quête d'approbation extérieure et agissent selon leurs propres valeurs rapportent des niveaux de satisfaction de vie nettement plus élevés. Madame Lucia ne l'a pas découvert dans des livres, mais avec un pinceau à la main et de la peinture sur son tablier. Maintenant, voici ce qui me touche le plus, car je le vois partout. Des gens qui attendent une meilleure santé, plus d'argent, que leurs enfants appellent plus souvent, que la vie devienne enfin parfaite pour s'autoriser la joie. Mais la vie n'est jamais parfaite. Ma grand-mère a perdu 2 enfants, a survécu à la pauvreté, a enterré des amis qu'elle aimait profondément. Pourtant, chaque matin, avant l'aube, elle allait dans la cour, respirait profondément, regardait le ciel et disait les mêmes mots. Merci pour un de plus, un lever de soleil de plus, une respiration de plus, une chance de plus. La gratitude n'est pas ce que l'on ressent quand la vie devient plus facile. C'est ce qui rend la vie plus légère. Les personnes âgées les plus heureuses que j'ai connues n'étaient pas les plus chanceuses,
mais les plus reconnaissantes. La psychologue Sonia Lyubomirsky a montré que la pratique délibérée de la gratitude est l'un des facteurs les plus solidement associés au bien-être subjectif, à tous les âges. Ma grand-mère n'avait pas de doctorat en psychologie positive, elle avait une cour et l'habitude d'y aller chaque jour. Une femme nommée Martha a passé près de 10 ans à essayer de renouer avec sa fille. 10 ans d'appels sans réponse, de lettres non ouvertes, d'invitations déclinées. Toute sa vie tournait autour d'une seule personne qui avait choisi de s'éloigner. La psychologue Lindsay Gibson a documenté que les personnes âgées qui définissent leur bien-être uniquement par la réponse d'un membre de la famille distant présentent des taux de dépression bien plus élevés que celles qui construisent des réseaux de soutien diversifiés. Martha ne le savait pas, mais elle en payait le prix. Un jour, elle s'est assise devant moi avec ce regard de quelqu'un qui n'a plus rien à donner et a dit « Je n'ai plus rien ». Et honnêtement, elle avait raison. Elle avait sacrifié amitié, loisirs, expérience, pour essayer de réparer quelque chose qui échappait à son contrôle. On ne peut pas forcer quelqu'un à revenir dans sa vie si cette personne a choisi de partir. Cette vérité est douloureuse, mais elle est aussi libératrice. Finalement, Martha a arrêté d'attendre devant le téléphone, a rejoint un groupe d'artisanat, s'est engagée dans du bénévolat, s'est fait de nouveaux amis, a reconstruit sa vie. Puis, quelque chose d'étonnant s'est produit. Sa fille a enfin appelé. Non pas parce que Martha avait couru après elle, mais parce qu'elle avait cessé de courir. Parfois, les gens ne reviennent que lorsque vous cessez d'essayer de les faire revenir. Et parfois, ils ne reviennent pas du tout. Mais Martha allait bien malgré tout, car elle avait cessé de définir son bonheur par la présence d'autrui. La dernière leçon m'est venue d'un couple que je connais depuis longtemps, Roberto et Fernanda, mariés depuis 51 ans. Fernanda rêvait de voir la mer au moins une fois dans sa vie, mais elle ne l'avait jamais vue. Chaque année, Roberto promettait, l'année prochaine, quand la voiture serait payée, quand les factures se calmeraient, quand la vie deviendrait plus facile. L'année prochaine est devenue leur excuse préférée. Puis Fernanda est tombée malade. Soudain, il n'y avait plus aucune garantie pour aucune année. Roberto a conduit 14 heures. À l'arrivée, il l'a portée sur le sable car elle était trop faible pour marcher seule. J'imagine encore la scène, le vent, les vagues, Fernanda assise en silence, les larmes coulant sur ses joues alors qu'elle regardait la mer pour la première fois. Puis elle s'est tournée vers Roberto et a posé une question simple. Pourquoi avons-nous tant attendu? Il n'a jamais eu de réponse, car il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y en a jamais. L'année prochaine est l'endroit où les rêves meurent. Fernanda est décédée 4 mois plus tard. Roberto m'a dit que ces 3 jours avaient été les meilleurs de tout leur mariage. Non pas parce qu'ils étaient extraordinaires, mais parce qu'ils avaient enfin cessé de reporter la joie. Et peut-être avez-vous vous aussi un océan. Peut-être que ce n'est pas une plage. Peut-être que c'est un appel téléphonique, un voyage, une amitié, un loisir, un rêve que vous repoussez sans cesse dans l'avenir. Cessez d'attendre. Le calendrier est non négociable. Le temps ne ralentit pas. Un jour, une opportunité devient un souvenir que vous n'avez jamais créé. L'infirmière Bronnie Ware, qui a travaillé auprès de patients en soins palliatifs, a noté que le plus grand regret des mourants était presque toujours une variante de « J'aurais aimé avoir le courage de vivre la vie que je voulais vraiment, pas celle que les autres attendaient de moi. » Le deuxième « J'aurais aimé ne pas avoir autant travaillé. » Le troisième « J'aurais aimé avoir le courage d'exprimer mes sentiments. » Tous ces regrets partagent un point commun. Ce sont des choses qui étaient à portée de main, mais que les gens ont repoussées jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de « plus tard ». Alors, mangez un bon repas, partez en voyage, regardez le coucher de soleil, appelez un ami, plantez des fleurs, lancez un projet. Car après 86 ans, je peux vous dire avec une certitude absolue, les personnes les plus riches ne sont pas celles qui possèdent le plus, mais celles qui ont collecté le plus de moments tant qu'elles le pouvaient encore. Les recherches de l'étude de Harvard sur le développement adulte, qui a suivi des gens pendant plus de 80 ans, ont abouti à la même conclusion que Fernanda, les pieds dans le sable. Ce que les gens regrettent finalement le plus, ce ne sont pas les erreurs commises, mais les moments qu'ils n'ont pas créés. Vous avez un choix, maintenant. Pas un choix abstrait. Pas une philosophie de vie, mais un choix concret. Qu'allez-vous faire demain? Vous pouvez continuer à attendre le bon moment, les conditions parfaites, le signe qui ne viendra jamais, ou vous pouvez décider que le bon moment, c'est maintenant, avec tout ce qui manque, tout ce qui fait mal, et tout ce qui est encore incertain. Comme l'a écrit Viktor Frankl, entre le stimulus et la réponse, il y a un espace, et dans cet espace se trouve notre liberté de choisir.
Cet espace existe pour vous, maintenant. Il n'existera pas éternellement. Roberto et Fernanda n'ont pas attendu le moment parfait. Le moment était imparfait. Elle était malade, il était épuisé, le sable entrait dans leurs chaussures. Et pourtant, ce fut le meilleur moment qu'ils aient jamais vécu. La perfection n'a jamais été le critère. La présence, oui. Alors, dites-moi en commentaire quel océan vous avez remis à plus tard, quelle est cette chose que vous repoussez sans cesse à l'année prochaine. Ce message pourrait être exactement l'impulsion dont quelqu'un avait besoin pour cesser d'attendre. Parce que, comme l'a appris une femme de 86 ans, on n'a pas de temps à perdre à vivre la mauvaise version de sa propre vie.